existe certains fandoms qui doivent rester tapis dans l'ombre pendant des années avant que le grand public ne leur laisse accéder à un certain niveau d'accessibilité. C'est ce qui vient faire la différence entre une œuvre qui touche principalement le grand public, comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et un public un petit peu plus niche qu'on appelle comme Gravity Falls ou The Owl House. Et sur cette chaîne, moi, je fais des efforts pour varier. J'essaye d'aller sur des sujets que tout le monde connaît, comme les licences susmentionnées, ou encore, j'essaye de parler de quelque chose qui n'est pas trop connu, ou du moins que la communauté YouTube francophone ne parle pas d'habitude. Des propriétés intellectuelles comme Dragon, Avatar le dernier maître de l'air, ou encore Archer, ces licences que la communauté francophone apprécie si je me fie aux commentaires, mais qu'elle a tendance à apprécier en silence parce que la communauté des vidéastes francophones ne va pas sur ce territoire. Comme par exemple dans la vidéo sur Jack Frost, il y a quelqu'un qui a pensé à mentionner en commentaire le fait que quand on parle de ce personnage sur le YouTube francophone, c'est seulement pour le shipper avec Elsa de la Reine des Neiges, ce qui est quand même vrai. Et donc, si vous aimez cette variété dans les champs de curiosité des licences, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Vous imaginez pas à quel point ça aide pour le référencement. Mais bref, vous savez pourquoi vous êtes là, c'est parce que ma licence préférée a récemment fait sa grande transition vers le grand public. Percy Jackson et les Olympiens, mon univers de fiction favori, comme je le répète tous les 2-3 vidéos. C'est une de ces licences très rares qui a su se démarquer dans la sphère internet sans pour autant avoir de bonnes adaptations audiovisuelles. J'ai fait une vidéo sur chaque film disant à quel point ils sont horribles et je vous avais déjà parlé de cette série. C'était il y a à peu près 1 an maintenant quand j'ai sorti une vidéo qui s'appelle 10 vœux pour la série Percy Jackson, là où je présente 10 points que je veux voir dans cette série. On parlait du casting, des personnages, du scénario, etc. Et maintenant que la série est terminée, il est temps de revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vais donc suranalyser et décortiquer la série, je vais vous donner mon opinion personnelle, mais aussi proche qu'il est possible d'être de l'objectivité totale, et surtout, on va commencer par le positif et on va faire notre descente lentement vers les profondeurs du Tartare. Je vous rappelle que c'est mon avis personnel et donc qu'il n'engage que moi, et surtout, je vous rappelle aussi qu'il va contenir d'énormes spoilers pour la série. Si vous ne l'avez pas vu, c'est votre dernière chance. Sur ce, salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on regarde tout ce qui marchait, mais surtout tout ce qui ne marchait pas dans la série Percy Jackson. L'imagerie. Cette série est belle, mais genre vraiment belle. On va commencer simple. Quand on parle d'audiovisuel, qu'est-ce qui fait la beauté esthétique d'une image? En voilà une question compliquée. Et malheureusement, quand j'ai cet argument avec un de mes amis, ça revient toujours à une chose, est-ce que les effets spéciaux générés par ordinateur sont réussis ou non? Mais la beauté dans un film ou une série, c'est tellement plus que ça passe par la lumière, la composition des plans, le mouvement de la caméra, le mouvement présent à l'écran et tout ce qu'il y a entre. Il y a énormément à dire sur le visuel de cette série, notamment cette transition. Mais un jour, quelque chose a changé. J'ai rencontré Grover. On voit un Percy seul dans un éclairage sombre et triste et tout le monde le prend de haut et une transition se fait brutalement vers une scène plus éclairée où Grover lui sourit et où il n'est plus seul. En termes de langage visuel, ce que ça veut dire, c'est que Grover amène la lumière dans le monde de Percy. Et ça, c'est quand même très fidèle à ce que les personnages doivent être. Si tu lis entre les lignes, autant dans la série que dans les livres, eh bien, tu peux comprendre que Grover, c'est le seul vrai ami que Percy va garder pendant plus que quelques mois. On avait plein de points communs. Mais seulement... Et pas seulement le fait d'être tous les deux des profs faciles. Mais sinon, du côté effets spéciaux, ici aussi, on s'en sort assez bien. Ok, c'est pas magnifique non plus, mais ça reste une série, et si les effets par ordinateur sont pas si magnifiques, les effets pratiques sont très bien réalisés. Quelque chose qui m'est resté dans la tête, c'est l'architecture, principalement sur le mont Olympe et dans les enfers, où on a vraiment l'impression d'y être. Mais aussi, la beauté visuelle d'un paysage, quand on le compose de A à Z, ça peut se mesurer à une autre métrique que moi, j'aime bien appeler est-ce que c'est vivant ou non? Dans le sens où, est-ce que ce que je regarde, c'est juste une représentation de ce que le réalisateur veut que je vois, ou est-ce que c'est vraiment une espèce de biodôme ou un endroit, du moins, avec sa propre histoire, avec son propre écosystème, sa propre atmosphère, etc. Et ici, c'est le cas autant le Mont Olympe que les Enfers, t'as vraiment l'impression qu'ils existaient avant la série et qu'ils vont continuer d'exister après. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on crée des locations au cinéma, c'est qu'il faut que ces locations, elles aient l'air réelles. Tu dois pas avoir l'impression que c'est des endroits qui sont construits uniquement pour l'œil du spectateur, même si c'est le cas. Et sinon, au niveau plus cinématographique, on a mis la caméra dans les mains de quelqu'un qui connaît son métier et ça paraît. La composition des plans est très bien réussie, sans parler des mouvements de caméra que moi j'ai trouvé très satisfaisants. Et heureusement, une fois n'est pas coutume, c'est pas le seul point de la série où j'ai presque rien à dire de négatif. Le thème des enfants spéciaux.
Avoir une histoire qui parle d'enfants avec des problèmes et des difficultés d'apprentissage, ça peut être une lame à double tranchant parce que c'est très facile à rater, mais ici, c'est littéralement le sujet de la saga Percy Jackson. Ma vie est compliquée. Oui, on peut dire ça. Quand on dit avoir vu quelque chose de bizarre, on finit dans le bureau de ce monsieur. Ça, c'est dans mon imagination. Eh les gars, vous voulez que je vous parle des trucs imaginaires que je vois? On peut pas dire ça. À personne. Percy est un enfant dyslexique et hyperactif, comme la plupart des demi-dieux d'ailleurs, qui a grandi dans un monde sans monstre grec ni dieu. Ça veut dire qu'il est passé à travers beaucoup d'expériences pas super normales, mais qui sont juste devenues une habitude pour lui. Et forcément, comme c'est super spécifique comme problème, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer qui que ce soit qui est en mesure de l'aider jusqu'à son arrivée au camp des Sans-Mêlés. Et dans les livres, certains Sans-Mêlés ont les mêmes problèmes, mais d'autres en ont des différents qui viennent énormément jouer dans leurs arcs narratifs. Nico D'Angelo est un enfant qui a perdu sa famille au complet et donc qui ne sait pas faire confiance aux autres, ce qui explique pourquoi ça lui a pris des années avant d'accepter son homosexualité, malgré qu'il a été élevé dans les années 40 en Italie via des traditions catholiques. Léo Valdez, c'est le genre de gars qui travaille sur un projet toute la nuit sans s'en rendre compte. On peut même parler d'hyperfixation, ou même de déni quand tu sais que sous ses airs de petit garçon qui aime faire des blagues et taquiner ses ennemis de manière beaucoup trop intense des fois, on a un enfant qui a dû grandir trop vite et qui a des traumas d'enfance de manière intense. Le livre le décrit même comme ayant un sérieux TDAH, même pour les standards des demi-dieux. Thalia est la première fille des trois grands zeus Poséidon et Hadès, née après la prophétie qui a mené à leur pacte de ne plus avoir de progéniture mortelle. Elle est une des plus grandes héroïnes de son époque alors qu'elle ne devrait même pas exister. Ton fils défendu, celui qui n'aurait pas dû naître. De même que ta fille Thalia, dont la bravoure continue d'être un exemple pour les demi-dieux. Annabeth est entourée de demi-dieux avec des super pouvoirs d'une intensité qu'on ne peut qu'imaginer, mais elle, son seul vrai pouvoir, c'est d'être brillante, et elle utilise cette intelligence à bon escient pour être capable de tirer ses amis vers le haut quand ils en ont besoin et pour résoudre des situations qui ne demandent que son niveau de savoir. Plein de bons exemples, tirés des livres qui montrent que des fois, être différent et spécial, ça ne veut pas forcément dire être mauvais. Et la série s'en sort très bien là-dessus. L'habitude de me sentir différent. De pas me sentir à ma place. Comme si j'étais un puzzle avec de mauvaises pièces. On retrouve beaucoup ce genre de message, notamment dans l'épisode 2 où on voit Percy être au paroxysme du déficit d'attention. Et ça, c'est un reproche que tu peux faire au livre. Tu vois souvent les personnages avoir des comportements hyperactifs, tu les vois avoir des difficultés à cause de leur dyslexie, mais c'est très rare que tu vois la partie trouble du déficit d'attention des personnages. Et ici, je vais me permettre de parler de mon expérience personnelle. J'ai grandi dans une famille monoparentale. À l'école, ça se passait assez rarement bien. Je détestais absolument tout le monde. Bref, j'étais un enfant assez solitaire. C'est peut-être pour ça que je me suis reconnu en Percy Jackson toute mon enfance. Tu sais pourquoi on vient dans ce bungalow tous les ans? Parce que c'est pas cher vu que c'est près d'une fosse septique. Mais maman... Toutes les scènes avec la mère de Percy où il se parle, où Percy essaie de se justifier et où il sent qu'il est un fardeau pour elle, versus elle qui ne trouve pas les mots pour lui expliquer qu'il n'en est pas un, c'est des interactions que j'ai eues avec ma mère, de manière quand même assez constante. Pourquoi tu fais autant d'efforts pour te débarrasser de moi? Moi, je te ferai jamais ça. Une scène qui est vraiment venue me chercher, c'est le moment où Percy il arrive au bungalow d'Hermès et qu'à la seconde où quelqu'un le vient le voir, il assume que c'est une brute qui va lui faire passer un mauvais quart d'heure et il essaye de se défendre et de lui dire de lui foutre la paix. Si tu dois me faire passer un mauvais quart d'heure, attends demain, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu ma dose. On sait ce qui est arrivé sur la colline. Je voulais te dire que je suis vraiment désolé. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait la sourde oreille en arrivant à l'école primaire parce que mon sac à dos était ouvert et quelqu'un essayait de me le dire juste parce que j'étais tellement habitué de m'engueuler avec tout le monde que je rencontrais. Je trouve donc, selon mon expérience, que c'est une très bonne représentation de c'est quoi être un enfant qui a des problèmes d'apprentissage. J'ai pas envie de dire de la neurodivergence, je le sais pas, j'ai jamais fini mon diagnostic. Le fait étant, la série essaye de faire un certain point et de faire passer un certain message, et ça, elle le fait très bien. Salut maman. Je me souviens que tu détestais ça. Tu détestais que le téléphone sonne. Le soir même où tu venais de me laisser à l'internat. La bonne nouvelle, c'est que je t'appelle pas pour ça. Je crois que je me suis fait des copains cette fois-ci. De vrais amis. Et ce sont donc les 2 points les mieux maîtrisés de la série. Vous remarquerez, j'ai quand même passé très vite dessus. L'adaptation.
Quand on adapte un livre à l'écran, il y a certaines questions à se poser, au nombre de 5 selon moi. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute? Et surtout, la 5e et la plus importante, est-ce que ça va être pertinent pour le scénario? C'est une zone très grise, de 1 parce que c'est extrêmement subjectif, et de 2 parce qu'une bonne adaptation, ça veut pas forcément dire un bon produit et vice-versa. La série est donc aux adaptations de Percy Jackson, ce que Jurassic World est aux suites de Jurassic Park. C'est ce qui s'est fait de mieux, mais ça veut vraiment pas dire grand-chose. Pour ce qui marche, on a le design général du camp des 100 000. La colonie a exactement l'énergie qu'elle devrait avoir selon moi. Que ce soit bien clair, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et ça a l'air super dangereux. T'avais jamais tué un minotaure et pourtant t'as réussi. Autre chose qui a été très bien fait pourtant en trahissant l'œuvre originale, c'est qu'on a tiré profit du fait qu'on raconte une histoire via les arts du cinéma et non les arts de la littérature. Dans le sens où les romans sont racontés à la première personne du point de vue de Percy et c'est quelque chose qui ne change absolument jamais. Ici, comme on est au cinéma et qu'il n'y a pas de narrateur à proprement parler, on peut changer de scène avec d'autres personnages. Bref, t'es pas obligé de te coltiner Percy Jackson tout le temps. Parce que soyons honnêtes, les livres sont pensés pour que tu aimes avoir Percy Jackson qui te rapporte les faits. Mais la série, tu pourrais pas l'avoir dans toutes les scènes, ce serait juste énervant. Je pense que la scène de discussion entre Arès et Grover est un excellent exemple. C'est exactement comme ça que j'imagine un dieu de la guerre en 2024. C'est comme si les gens ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir pour pouvoir se raconter l'histoire qui leur plaît. Exactement. Les satyres mangent du tofu. Les satyres vénèrent les fleurs, les satyres chantent des chansons sentimentales. Les satyres ne sont pas fans de moi. Ces scènes qui dérivent de l'action, ce sont des scènes qui te permettent de prendre une pause de la trame narrative principale, ce qui est très important pour être capable de la laisser respirer et donc l'apprécier. Mais surtout, on a les flashbacks de Sally. Ce qui pourrait être dangereux pour toi, c'est de ne pas savoir nager. Un jour viendra où tu devras absolument savoir nager. Tu seras peut-être obligé de te débrouiller sans moi. Alors quand ce jour viendra, je veux être sûre que tu seras capable de nager. Les moments où on voit qu'elle faisait tout pour tenter d'offrir une bonne vie à son fils. Même, j'ai envie de te dire, la scène où elle discute avec Poséidon ne vient pas des livres. C'est facilement la meilleure scène de la série. Commence à attirer l'attention des créatures de ton monde. La réponse risque de pas te plaire. Mais tu n'as personne à qui en parler. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus injuste dans toute cette histoire, d'ailleurs. Je veux qu'il découvre qui il est, avant que ta famille n'essaie de le changer et lui dise qui il doit être. D'ailleurs, parlons-en, une autre scène qui est extrêmement bien pensée et qui pourtant ne vient pas des livres, c'est la scène avec Héphaïstos. Ça s'appelle l'irréversibilité. On ne peut pas faire machine arrière. Comment vous le savez? Parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Héphaïstos, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas en mythologie grecque, c'est le dieu du feu, des forgerons, des technologies, etc. Cette scène, c'est une bonne réflexion sur Héphaïstos, un dieu mis à l'écart beaucoup moins beau que les autres, qui n'a jamais été voulu avant de prouver sa valeur. Même dans Percy Jackson et les dieux grecs, un hors-série qui explique la mythologie grecque selon le point de vue de cet univers, t'as une très belle scène où Héphaïstos remet Arès à sa place en lui montrant la force et la puissance physique qu'il a acquérie, non pas à la naissance comme son demi-frère, mais bien à force de travailler fort et dur de manière constante. Héphaïstos dans Percy Jackson, c'est un testament du pouvoir à tous les nerds qui sont sous-appréciés toute leur vie. Et ça, c'est beau. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut pousser à bout. Tu sors d'ici avec le bouclier. Tu seras héroïque. Tu seras en route pour la gloire. À part la puissance et la gloire, rien n'a d'importance. Arès est comme ça. Zeus est comme ça. Même ma mère est comme ça. Je ne serai pas comme vous tous. Nous n'aimons pas tous être tels que tu le crois. Tu es loyal, Annabeth. Je glisserai un mot pour toi à ta mère. Et la scène a beau être courte, si les prochaines apparitions d'Héphaïstos se font comme celle-là, moi, je suis à bord du bateau. C'est une scène qui vient donner de la nuance à un dieu grec, quelque chose qui arrive très rarement dans les romans et certainement pas dans le premier. Il faut attendre le 3e livre pour voir un certain état émotionnel d'Apollon qui a peur pour sa petite sœur. Il faut attendre après ça le 5e livre pour voir vraiment un dieu en situation de détresse avec Poséidon et un petit peu Hermès qui s'en fait pour son fils. C'est donc une scène ajoutée par les scénaristes, mais qui vient étendre ce que le livre avait le potentiel de dire. Ça, c'est un changement pertinent, ça vient corriger un défaut d'œuvre originale, ce qui est quand même très rare. On a aussi le fait qu'il pleut dans le combat contre un Minotaure, ce qui peut paraître absolument rien, mais dans les faits, prenez la chose comme suit. Moi, j'ai toujours pensé que s'il pleuvait dans le combat contre le Minotaure dans le livre, c'est parce que la pluie, c'est ça qui donnait à Percy la force physique de s'en prendre à la créature.
Percy, quand il touche l'eau, c'est dit textuellement dans les romans qu'il devient plus fort, plus rapide, plus alerte, etc. Bref, c'est la première manifestation de ses pouvoirs élémentaires. Justement, en parlant du combat contre le Minotaure dans la première vidéo, je me plaignais que Percy ne devrait pas avoir son épée dans ce combat-là et que ça me faisait peur en regardant les trailers de la série. Mais une fois l'épisode sorti, tu vois qu'il perd son épée pendant le combat, arrivant au même résultat. Un autre changement que j'ai beaucoup apprécié, c'est le changement qui parle de Ferdinand, l'oncle de Grover tué par Méduse. C'est dingue qu'on soit tombé pile sur ce sentier, parce que c'est justement celui que mon oncle Ferdinand a pris quand il est parti mener sa quête. C'est oncle Ferdinand. Oh non, Grover, je suis désolée. Il aura jamais pu aller au bout de sa quête. Voilà, ici tu vois ce que la disparition de Ferdinand, ça peut avoir comme impact sur un personnage secondaire comme Grover. C'est ce qui manquait au roman, et dans le film, je rappelle que Grover, devant le cadavre de son oncle, il fait des blagues. Regarde ça. On dirait mon oncle Ferdinand. C'est pas mon oncle Ferdinand parce que mon oncle Ferdinand a été tué par... Méduse. Par contre, on a aussi l'effet inverse. Si le combat du Minotaure, par exemple, est bien adapté, certains autres combats, notamment ceux avec Clarisse et Arès, ouf. Bon, déjà, disons-le comme ça, le combat contre Clarisse, il est beau, il est bien chorégraphié, il est bien filmé, visuellement, c'est parfait. Mais dans le livre, Clarisse, avant de lui péter la gueule, elle pousse Percy dans l'eau, et c'est ça qui va lui donner la force de répliquer. Ici, comme ça arrive pas, Percy, il fait du 3v1 contre les enfants du dieu de la guerre, après avoir été dans le coma pendant 3 jours et n'avoir jamais tenu une épée. Ouais... Ici, c'est Annabeth qui va pousser Percy dans l'eau parce qu'elle se doute de son héritage, ce qui est une façon de faire, mais c'est un changement qui, honnêtement, montre vraiment que Percy est le personnage principal et qu'il peut pas perdre. Et ça va revenir souvent parce que autant dans le livre, Percy, je dis qu'il gagne beaucoup trop facilement contre Arès, dieu des batailles et de la guerre, autant Arès ici, il se limite et il laisse Percy gagner. Genre là, tu l'as maintenant. Non? Ok. Alors maintenant? Parfait, alors tu le tues là? T'es sérieux? Arès, c'est un imbécile. Tu n'as pas remarqué? Et un autre problème d'adaptation, c'est tout ce qui a trait à Gabe ou Gabi Ogliano. J'hallucine. Sérieux? C'est à l'ouest que tu devras te rendre pour affronter le dieu qui a changé de camp. Si vous venez souvent sur Facebook, sur Reddit ou sur X, bref, sur n'importe quel site qui peut avoir des pages trend et des groupes réservés à Percy Jackson, depuis la sortie de la série, vous avez sûrement entendu cette critique de nombreuses fois, Gabe est beaucoup trop gentil. Ce qui est au-dessus de vrai, et ça crée de vrais problèmes scénaristiques. Pourquoi? Parce que Gabe Ogliano, c'est censé être un mal nécessaire. Il pue tellement qu'il masque l'odeur de sang mêlé de Percy et donc empêche certaines créatures de venir s'en prendre à lui. Il est donc sale, il est dégueulasse chez lui, c'est un vrai bordel. Le Gabe de la série, comment c'est mis en scène, c'est qu'au début, il s'engueule avec le plombier. Est-ce que vous jouez les tout-bits maintenant? Vous avez pensé à manger plus de fibres? Eh oh, j'en mange plein des fibres! Eh ben vous avez qu'à manger des carottes, ça rend aimable! Salut Eddie, désolé pour tout ça. Moi, je m'en vais. Toi, t'arrives. T'es largement plus à plaindre que moi. Ok, c'est dégueulasse, mais c'est un bon début. On nous présente ensuite un homme colérique, mais qui semble relativement propre. Il est arrogant, mais il laisse son beau-fils le prendre de haut. Quelque chose que le Gabe des livres ne prendrait jamais. J'aurais-il que si tu veux vivre sous mon toit... Ma mère, c'est la seule à bosser ici. Tu crois que je suis en train de faire quoi ici, là? J'en sais rien, perdre à une partie de poker virtuelle. Tu n'es pas encore assez grand pour comprendre. Et là, la série arrive à un point qui est vraiment très dommage pour le personnage. Moi, je me suis senti désolé pour Gabe. Regardez-le, il est pas détestable, il est juste pathétique. Je ressens de la pitié pour Gabe Ogliano. Même dans ses interactions avec Sally, ça marche pas, écoutez ça. Avec Percy, on va passer le week-end à Montauk. T'en fais pas, je ramènerai la voiture dimanche matin. Attends, depuis quand vous allez à Montauk? Dimanche matin, je m'arrêterai prendre des sandwichs chez D'Angelo pour qu'on les mange, toi et moi, devant le match. Tu sais que je déteste regarder le basket tout seul. Moi aussi, figure-toi. Mais oublie pas de leur dire de mettre des piments dans mon sandwich, s'il te plaît. Pas si tu me le demandes comme ça. J'ai dit s'il te plaît. J'ai pas l'impression de voir une maman qui tente désespérément de protéger son fils, allant jusqu'à endurer une relation toxique et abusive. J'ai l'impression de voir un couple qui ne s'aime plus et sont malheureux. Je ressens de l'empathie pour Gabe Ogliano. Et ça marche pas. Et ça devient même très problématique avec la dernière scène post-crédit. Percy Jackson, expéditeur les dieux? Mais c'est atroce!
C'est relativement comme ça que ça se passe dans les livres. La différence, c'est que dans les livres, c'est très impliqué que Sally a simplement tué Gabe de sang-froid avec la tête de Méduse et a ensuite revendu sa statue pour se sortir de la misère financière. Moment que personnellement, j'ai déjà descendu dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que de un, je trouve que c'est très hors du personnage pour Sally et de deux, ça reste un meurtre et c'est quand même un message assez dangereux à faire passer sur comment bien sortir d'une relation toxique. Le film avait eu la bonne idée d'en faire un accident, un peu comme ce qui arrive ici, mais le fait étant que j'ai pas l'impression que Gabe mérite son sort dans la série. Par comparaison, laissez-moi vous lire un extrait du voleur de foudre. Gabi, non. Il a dressé les sourcils. Non. Tu as dit non. Tu t'imagines que je vais tolérer ce voyou de nouveau? Je peux encore le poursuivre pour avoir bousillé ma Camaro. Mais Gabi a levé la main et ma mère a tressailli. Soudain, pour la première fois, j'ai compris quelque chose. Gabi avait déjà frappé ma mère. Je ne savais pas quand, ni si ça s'était produit. Souvent, mais j'étais certain qu'il l'avait fait. Peut-être que ça durait depuis des années, quand je n'étais pas là. Donc ouais, le meurtre, c'est pas bien. Mais Gabi, au moins dans le livre, tu sens qu'il l'avait un tout petit peu mérité. Ok, on va arrêter ça ici tout de suite. Je me suis rendu compte de quelque chose au montage. Mériter est un mot un petit peu fort parce que ça reste quand même un meurtre. Mais le fait étant qu'au moins le Gabi des livres, on le déteste. À un point où la réaction de Sally, elle est au moins en partie explicable parce qu'il est ce que l'humanité a fait de pire et très honnêtement, c'est une locumène. Celui de la série, sa vie est juste triste et même si c'est une très mauvaise personne, la mort par tête de Gorgone, c'est pas exactement ce qu'il méritait. Une différence clé qui n'a pas été adaptée dans l'œuvre Disney+. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est parce que Disney ne voulait pas montrer dans une série aussi grand public quelque chose qui pointe énormément vers de la violence conjugale. Bref, pour clarifier tout ça, la série a l'exact problème inverse des films. Les films, ils ajoutaient et enlevaient trop de trucs, ce qui faisait que c'était plus cohérent. La série, elle tire mal beaucoup des trucs des livres, mais ses rajouts sont pertinents et bien maîtrisés. Par contre, pour beaucoup d'éléments, si le fond est très correct, dans la forme, on s'en sort beaucoup moins bien. Action et scénario. Oh mon Dieu qu'il n'y a pas d'action dans cette série. C'est des épisodes de 20 minutes de moins que Game of Thrones, mais qui ont la même quantité de blabla. Et c'est très long. Je maintiens ce que j'ai dit plus haut, le combat contre le Minotaure et Clarisse, c'est visuellement d'excellentes scènes. Mais dans les faits, c'est assez court et assez fade. Et ça vient d'un des principaux problèmes du scénario, selon moi, c'est qu'il veut en dire beaucoup trop. 8 épisodes, c'était beaucoup trop court pour une série qui se vantait de vouloir adapter absolument tout ce qu'il y a dans le livre. Et surtout, en adaptant tout ce qu'il y a dans le livre, tu te rends avec à peu près le même défaut que le roman Le Voleur de Foudre, à savoir les péripéties qui s'enchaînent de manière beaucoup trop rapide. Parce que dans le roman, ça, c'est un gros problème. T'as le casino du Lotus, juste après Echidna, t'as Krusty qui arrive dans les pages suivantes. Bref, t'as l'impression que les États-Unis, c'est un gros plateau de Monopoly, tellement les personnages passent d'une location à une autre sans arrêt. Et quand tu veux en dire trop, ce qui rentre en compte, c'est le concept de quantité et qualité. Et quand tu choisis la quantité dans l'équation, le spectateur ne respire plus et tu le perds. Genre le combat contre Hashimar qui est juste mou. Mesdames et messieurs, voici Percy, je frappe la patte du monstre qui a mis son visage à 2 cm de mon épée Jackson. Même chose avec le combat contre Arès, et pour rendre un tsunami emmerdant et décevant, il faut se lever tôt. De deux, ça a un autre impact et celui-là, il est impardonnable, c'est le surplus d'exposition. Une partie très intéressante du livre, c'est le véritable intérêt que Percy Jackson porte à apprendre la mythologie grecque et tout ce qui entoure. Et comme les romans, encore une fois, ils sont écrits à la première personne, on peut voir son procédé de pensée à comprendre qui ou quoi est-ce qui se trouve devant lui. Versus dans la série où à chaque fois que quelque chose de mythologique fait son apparition, t'as Sally, Grover ou Annabeth qui expliquent textuellement à Percy ce qui se passe. Dans l'épisode 1, t'as 10 minutes d'exposition non-stop où le scénario avance simplement avec les personnages qui font un exposé oral à Percy Jackson sur qu'est-ce qui est quoi dans le monde mythologique moderne. Ces histoires que je t'ai racontées sur les dieux grecs, celles avec des héros ou des monstres, elles sont bien réelles. Des mortels et des enfants aussi. Des enfants qu'on appelle des demi-dieux, mais d'autres préfèrent leur donner le nom de sang mêlé. Elles se mettent à attirer des forces malfaisantes déterminées à leur faire du mal. La colonie, c'est un refuge pour les sans-mêlés. Un abri où ils peuvent découvrir leur vraie nature, de la brume. C'est le voile qui dissimule les éléments du monde magique aux yeux des humains. C'est le Minotaure? Quand il lance l'assaut, rien ne l'arrête. Et ça crée même certaines incohérences, genre le moment avec Monsieur D. On l'appelle D pour Dionysos. Ce type est Dionysos. Mais comment ça, c'est Dionysos?
Le dieu Dionysos? Vraiment, Percy, il a besoin qu'on lui explique les furies, les minotaures, etc. Mais il est capable de connaître le dieu Dionysos. Je veux dire, ça reste un dieu olympien, mais dans les faits, c'est pas non plus le plus reconnaissable ou le plus populaire. C'est pas Zeus, Poséidon ou Hadès, par exemple. Et aussi, finalement, le gros problème, c'est qu'à force de vouloir tout dire, tu finis par pas dire grand-chose. Par exemple, dans l'épisode 2, t'apprends que Luke, il est le meilleur épéiste de la colonie des Sans-Mêlés. Ils ont peur de rien. Pourquoi ils t'embêtent pas, toi? Ils me connaissent. Luke est le meilleur épéiste. Et en fait, si tu suis le canon établi par notre sauveur à tous, Sir Rick Riordan, eh bien, Luke et Percy sont respectivement les meilleurs épéistes des 3 derniers siècles de la colonie. Une scène qui a été oubliée, c'est quand Luke entraîne Percy, que Jackson se renverse une bouteille d'eau glacée sur le visage pour se rafraîchir, et c'est là que tu comprends les propriétés magiques que l'eau a sur son corps. Et même si la scène d'entraînement avec Luke est réutilisée quelques épisodes plus tard, on n'a juste pas le même impact. Pourquoi? Parce que ce foreshadowing est important. Dans le livre, avant qu'il soit réclamé par Poséidon, t'es pas censé savoir qui est le parent olympien de Percy. C'est pas non plus un mystère digne de Sherlock Holmes, mais pour le deviner, au moins c'est subtil. On dit que les toilettes explosent pas, que 3 tentacules prennent vie et défendent Percy. D'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet, mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans la série du camp des Sans-Mêlés? C'est le point que j'ai trouvé le plus décevant. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 17 livres de l'univers de Riordan qui tournent autour du monde grec. 17 livres où la colonie des Sans-Mêlés est un endroit important. Et après y avoir passé 20 ans, même si dans le premier livre, je vous l'accorde, le camp des Sans-Mêlés, il est pas si présent que ça, le fait étant que les spectateurs avaient peut-être certaines attentes. Passer plus de temps au camp, ça aurait été un rajout et un changement très intéressant. Mais la série étant beaucoup trop pressée de raconter son histoire, c'est le camp des Sans-Mêlés qui en souffre le plus. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir 3 épisodes sur le camp, un concentré sur la présentation, se finissant avec le flashback de Luke, Annabeth et Talia, un épisode d'entraînement où Luke montre de vraies bonnes techniques de combat à Percy, et un épisode entier sur la partie de capture l'étendard. Pourquoi? Parce que le camp des Sans-Mêlés, c'est l'endroit où ils sont en sécurité, c'est l'endroit qu'ils aiment, c'est chez eux, c'est leur Poudlard. Donc forcément, dans les livres, à chaque fois que le camp des Sans-Mêlés est sous attaque, tu sens une véritable volonté des personnages de le défendre, notamment dans le 4e tome. Et ici, je ne retrouve pas ça et je trouve ça très dommage. Et après, même si c'est le camp des Sans-Mêlés qui m'a le plus déçu, objectivement, je crois pas que ce soit le plus gros défaut de la série. Une mauvaise introduction. Bon, allez, je vais faire mon petit râlage habituel. Oui, Percy Jackson et les Olympiens, le voleur de foudre, c'est un livre écrit pour les enfants de 10 à 14 ans. Le voleur de foudre. En 20 ans, une saga, oui, ça peut évoluer, mais ce qui est définitif qui a évolué, c'est Rick Riordan lui-même, son style narratif, le traitement qu'il fait à ses histoires et à ses personnages. Je veux dire, dans la dernière grosse saga grecque de Rick Riordan, Les Travaux d'Apollon, tu trouves du démembrement, de la torture, tu trouves un méchant qui est un pervers narcissique et manipulateur. Sans parler du fait que dans la timeline de Riordan, plus tu avances, plus tu en apprends non seulement sur la mythologie, mais aussi sur l'histoire, sur la montée et la tombée de Rome, sur qui était tel personnage important de la Grèce antique dans notre vraie histoire humaine, etc. Bref, en 20 ans, Percy Jackson, ça a pas seulement changé, ça a grandi, autant en termes de narration qu'en termes de maturité. Mais je vous entends déjà taper sur vos claviers, blablabla, bla, bla, on adapte le premier roman, c'est normal d'adapter le ton plus enfantin, etc. Ça se change, ça. Et ça aurait été un changement super pertinent d'avoir la même histoire, mais racontée avec un œil plus mature. Je l'ai dit et je vais me répéter, mais je trouve que Percy Jackson, le voleur de foudre, c'est tellement pas représentatif de ce que la saga Percy Jackson et par extension tout l'univers de Riordan est capable de raconter en termes d'histoire. Avis qu'en me promenant sur internet, je retrouve quand même assez souvent chez des personnes qui découvrent la saga pour la première fois. Puisqu'aujourd'hui je vais commencer à lire les Percy Jackson, mais j'ai quand même peur de pas autant apprécier ce livre-là que si je l'avais lu quand j'avais 15 ans, donc on va voir dans cette vidéo si je l'aime tout autant à mon âge. Par contre, je suis quand même dégoûtée de ne pas avoir lu ce livre plus tôt, par exemple quand j'étais ado, quand j'étais au début de l'adolescence, je sais que j'aurais beaucoup plus apprécié ce livre. J'ai passé l'âge de lire ce genre de choses. Pour un lecteur adulte, c'est vraiment cousu de fil blanc, mais... Alors du coup, je me suis dit, essaye de te dire, ce livre a été écrit pour des adolescents, essaye de te dire, est-ce que c'est bien pour des adolescents? Et à ce niveau-là, je pense franchement que oui. Oui, bon, vous passez votre temps à me comparer à Links de Sun en commentaire à m'emmener si je suis vos conseils. Pour répondre donc à ces deux créateurs de contenu, oui, c'est vrai, Le voleur de foudre, c'est un livre qui est assez dur à apprécier avec l'œil d'un adulte. J'ai envie de te dire même avec l'œil d'un ado. Petite histoire, moi, j'avais vu le premier film Percy Jackson, j'ai donc skippé directement au 2e tome quand j'ai commencé la collection à 12 ans.
Ouais, j'étais un préado très stupide. Et c'est à 16 ans, quand j'ai décidé que j'avais manqué quelque chose, que j'ai vraiment pris Le Voleur de Foudre, que je l'ai lu et je me rappelle avoir ressenti le manque de tout ce qui fait la beauté des 4 autres livres, mais aussi que j'avais peut-être passé l'âge. Et c'est en me refaisant la collection au complet récemment que j'ai eu ma confirmation. Non, ce n'est pas un problème de la saga au complet, c'est un problème venant principalement du Voleur de Foudre. Si ça vous tente donc de taguer Félix, Félicis et Links de Sun, vous trouverez les liens vers leur chaîne en description autant sur vos réseaux sociaux que leur envoyer cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne à qui j'aimerais partager ma passion pour l'univers Percy Jackson, c'est-à-dire des adultes qui découvrent la saga pour la première fois. Je pense que c'est ça que la série aurait dû être, une façon pour les gens plus âgés de découvrir un univers qu'ils auraient adoré étant ados, mais quand même l'apprécier avec un œil mature. La raison étant, la saga Percy Jackson, c'est quelque chose qui a évolué, et la fanbase aussi. Il y a des chaînes YouTube qui sont entièrement dédiées à l'univers Percy Jackson, un peu comme l'univers Harry Potter, sauf que ici, t'as pas 8 films pour supporter une fanbase qui n'a pas lu les livres. Sinon, au sens plus large, je pense à Mason sur TikTok, qui a littéralement été invité à l'avant-première de la série parce qu'il ne fait que des vidéos sur l'univers Percy Jackson. Et il y a aussi une vidéo que j'ai de la misère à retrouver, mais c'est des dizaines de fans qui vont à une convention du genre Comic-Con, tous cosplayés en membres de la colonie des Sans-Mêlés, avec le t-shirt orange, les fausses armes et les fausses armures. C'est donc un fandom qui a su grandir et j'ai envie de te dire, c'est quand même très normal, ça fait 20 ans que l'œuvre existe. Et si j'en parle ici, c'est parce que la série essaye d'être extrêmement fidèle au roman dans son ton, et ça, c'était quelque chose à éviter. Je dis pas que ça aurait été nécessaire d'en faire quelque chose de sombre, violent, politique et malsain à la Game of Thrones, mais mon point étant, on aurait peut-être pu maturer un petit peu l'histoire. Autant pour le bien des anciens fans qui auraient pu trouver une nouvelle façon d'apprécier leur histoire préférée, que pour de nouveaux fans potentiellement plus vieux qui auraient pu y voir une porte d'entrée vers cet univers magnifique. Pourquoi? Parce qu'en épousant ce ton assez peu mature, la série est devenue la même chose que le roman, à savoir une histoire correcte, mais une mauvaise introduction à l'univers au sens plus large. Ça, c'est un vrai problème qu'il a à Rick Riordan. Généralement, il a de la misère à commencer une nouvelle saga. Par exemple, j'adore Jason Grace, j'adore Annabeth Chase, mais le fait étant que je ne les aimais pas dans respectivement le premier héros de l'Olympe et le premier Percy Jackson. Mais à quelque part, de manière générale, ça veut dire qu'on garde le meilleur pour la fin, et oui, vous le savez, Percy Jackson, le dernier Olympien, c'est juste une bête de puissance. Bon, alors, pour résumer, la série Percy Jackson, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, c'est pas au niveau. Je vais être totalement juste avec vous, en 2023, c'est probablement le produit qui m'a le plus déçu. Mais considérant les attentes astronomiques que je m'étais fixées, c'est juste pas surprenant. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pas mentionnées parce que je l'ai vu revenir très souvent, un gros problème étant la chimie entre les acteurs ou le jeu d'acteur de l'actrice qui fait Annabeth, qui sincèrement est juste pas au niveau. Elle s'est bien battue, son destin restera gravé dans l'histoire. Tant que c'est pas dans son tronc. Les enfants défendus sont toujours en danger, même les plus forts d'entre eux, y compris Talia. Les chara-designs sont assez peu intéressants, les personnages sont assez peu reconnaissables, bref, des changements qui auraient pu être mieux maîtrisés. Moi, personnellement, Annabeth, je trouve ça très dommage d'avoir changé son chara-design qui est iconique pour la série, parce que très souvent, il est mentionné que Annabeth, elle est blonde et elle est intelligente. Ça crée toujours des moments très embarrassants pour le personnage, mais très drôle. Annabeth vient péter le stéréotype de la blonde un peu nunuche. J'ai pas envie d'être un de ces fans qui dit t'es pas un vrai fan si t'as pas lu le livre, etc., qui disait ça de Harry Potter il y a 10 ans, blablabla, mais il y a une méchante différence. Harry Potter, t'as 8 films qui sont honnêtement d'excellentes adaptations, mais qui sont aussi d'excellents produits si tu ne prends pas en compte les livres et qui réussissent à rendre justice à l'univers dépeint par les scénaristes et l'autrice. Percy Jackson, nous, qu'est-ce qu'on a? Ces 2 films qui nous ont tous donné un syndrome post-traumatique, et puis une série qui est pas mauvaise, mais qui est juste pas au niveau de ce qu'elle pourrait être. Alors la série, elle est pas horrible, mais moi, en me promenant sur Internet, je ne comprends pas les gens qui disent que c'est la meilleure chose à arriver au fandom, qu'elle est parfaite, etc. Parce que, de mon point de vue, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire un produit qui a essayé, qui n'est pas dégueulasse, mais qui est agressivement médiocre. Mais considérant le fait qu'une mauvaise introduction reste une introduction, moi, je reste très curieux de voir la suite et ne peux qu'espérer que la formule va se perfectionner pour offrir aux fans, autant les anciens que les nouveaux, l'adaptation grand public qu'il mérite. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler d'une autre saga littéraire adaptée à l'écran. Dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré de la saga Percy Jackson et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.